Les collèges classiques ou les séminaires, il en existait une soixantaine au Québec. À l'époque, il y avait 3 profils. Après la réto, soit nous partions du côté de philosophie sciences humaines, soit biologie, chimie, soit mathématiques, physique. Et comme je rêvais de devenir médecin et missionnaire, bien sûr, j'ai pris le profil de la chimie et de la biologie. Et eu ma formation intérieure de cela, si bien que ma spécialité de base est devenue la biochimie. Et normalement, je devais rentrer à la faculté de médecine pour continuer à me former. Et j'étais porté par un certain nombre d'idoles à l'époque. On peut penser au docteur Glinisson qui, en Afrique, soignait les onchocercoses, aussi les maladies des yeux, etc. Je trouvais extraordinaire ce qu'il réussissait à faire, rendre des aveugles pratiquement voyants. Tom Dooley, il y avait la figure de Béthune avec Mao Tse-tung, de ces grands médecins qui avaient pu accompagner en quelque sorte des populations non occidentales et vivre. Je dois dire que vers la fin de ces études au collège classique, c'était le séminaire de Saint-Hyacinthe, qui est un des vieux séminaires du Québec, puisqu'il est fondé en 1854, après le séminaire de Nicolette. Et j'ai eu à faire 2 voyages dans les toutes dernières années, juste avant 1960, en autostop, la traversée du Canada. Aller jusqu'à Vancouver et sur l'île, Victoria, rencontrer les différentes minorités francophones, aussi bien à Winnipeg, d'abord, bien sûr, dans le nord de l'Ontario, ensuite le pays de Louis Riel, de la Rivière-Rouge, et les Métis qui sont encore là-bas, et les Français qu'on y trouve, et ainsi de suite, jusqu'à Vancouver, où il y a tout un quartier francophone. Et j'avais 17 ans, et c'était le premier grand texte que j'ai fait, intitulé « La géographie s'apprend avec les pieds ». La géographie s'apprend avec les pieds, qui était publié en épisode dans le journal Le Collégien, le journal de notre séminaire, de notre collège, un gros collège. Nous étions 1200 étudiants dans ce collège. Et j'avais tellement été, je peux dire, transformé par ce voyage qui, au retour, m'avait fait passer par les États-Unis, le Midwest américain. Je redécouvrais alors tout le pays qui est au sud du Canada, au sud de la frontière, et que j'ai voulu partir pour le Mexique. Et je suis parti l'année suivante avec des camarades collège en 59 pour un long voyage, cette fois-ci à travers tous les États-Unis et pratiquement jusqu'au Guatemala, dans un voyage de découverte, encore une fois, extraordinaire. Je le mentionne parce que ça a été certainement un des incitatifs pour dire, si je deviens médecin, ce sera un médecin qui travaillera à l'étranger. Et si je deviens missionnaire, ce sera bien sûr auprès de populations étrangères.
et plus particulièrement africaine. J'étais vraiment très intéressé par l'Afrique et à ce moment-là, je suis parti rapidement pour l'Europe en 62. Je termine en 61 le cours classique de l'époque. Et je me disais, dans quel ordre faut-il faire les choses? Médecine d'abord, et puis une formation pour être missionnaire après, ou à l'inverse. Et les circonstances ont fait que je suis entré au Scholastica d'Éperplan à Éverlé, qui est Louvain, en Belgique, pour suivre des cours de philosophie et de théologie, et à Louvain, des cours de religion comparée, islam, bouddhisme, hindouisme, etc. L'ensemble des grands systèmes religieux du monde, et j'y ai passé là pratiquement 4 ans, que j'ai complété par 2 années à l'université jésuite de Rome, qui s'appelle la Grégorienne, où j'ai continué à me spécialiser sur les différentes religions du monde. C'était une licence à l'époque que je faisais donc chez les jésuites. Au total, donc, on se retrouve avec presque 6 ans et demi de vie européenne, qui, sur le plan intellectuel, pour moi, ont été extrêmement importantes, au sens où l'Europe des années 1960 était parcourue par, je dirais, la vie intellectuelle, le paysage intellectuel, des mouvements d'idées absolument fascinants. Et plus particulièrement à Louvain, qui était dépositaire des archives Husserl, donc déposées pendant la guerre à l'Université catholique de Louvain, où nous avions des traces de la phénoménologie et où les professeurs étaient profondément imprégnés d'une approche s'intéressant à l'expérience subjective des personnes, donc la phénoménologie, mais à partir d'une réflexion métaphysique fondamentale sur l'être humain, ce qu'on appelle les flexions fondamentales de l'humain, de son rapport au temps, son rapport à la temporalité, entre autres, son rapport à lui-même et son rapport à l'altérité, qui deviennent, dans la phénoménologie, un lieu, je dirais, de réflexion absolument fondamentale. Et ce mouvement phénoménologique va se déployer de différentes façons dans l'héritage de Husserl, bien sûr dans l'espace allemand à travers grands disciples de Husserl qui était Heidegger, et arrivé à une toute autre métaphysique de l'être, une métaphysique beaucoup plus dynamique en quelque sorte, mais aussi dans l'espace francophone. Nous avions l'héritage de Sartre, bien sûr, qui était phénoménologue, qui va accorder donc une grande importance à l'existence. C'est le moment où l'être et le néant font partie de nos lectures obligatoires, de même que le théâtre de Sartre, et d'autres philosophes que j'avais connus dans les années 50 dans ma formation ici au Québec, qui étaient les existentialistes chrétiens. Ce sont ce courant-là qui est extrêmement
important tout début de mes années en Belgique. Il est complété par d'autres courants qui vont devenir de plus en plus importants dans le champ de l'anthropologie médicale, particulièrement lorsqu'on écoute les plaintes du patient, c'est tout le courant sémiologique et herméneutique. Le courant sémiologique, à la fin des années 50 et dans les années 60, à travers toute une série d'auteurs, Barthes en est, on va voir beaucoup de gens qui vont renouveler en quelque sorte la sémiologie dans de très nombreuses directions. Kristeva ne pense pas comme Umberto Eco, Todorov est différent de Barthes, mais il nous propose en quelque sorte des méthodes pour saisir les trames des récits, faire des analyses des systèmes de sens, et ainsi de suite. Je dois dire que les racines des approches que nous avons développées, Hélène Corin, ma femme, et moi-même, dans de nombreuses études comparatives dans le champ de la santé mentale, vont faire appel à ce qu'on appelle les systèmes de signes, les systèmes de sens et les systèmes d'action, c'est-à-dire l'idée que toutes les populations inventent une sémiologie, donc un ensemble de symptômes, de signes particuliers pour rendre compte d'entités pathologiques données. Et c'est cette réflexion sur les systèmes de signes avec lesquels, une notion centrale avec laquelle nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à utiliser cela, trouve précisément cette racine dans les écrits des sémiologues que j'ai découverts dans les années 1960, et Hélène, ayant été formée elle-même à Louvain, à l'Université catholique de Louvain, était également porteuse d'une vision très phénoménologique et en même temps très sémiologique. Et arrive la question des systèmes de sens qu'on ne peut pas ignorer, que se construisent des modèles explicatifs, des modèles interprétatifs qui essaient en quelque sorte de mettre en évidence ce qu'on peut appeler ce qui fait marcher quelque chose, donc une construction du sens, et qui va être absolument essentielle aussi pour nous. À côté donc des approches phénoménologiques, des approches sémiologiques et interprétatives, nous avions dans les années 60, et c'était absolument fascinant de voir la force de cela, c'est le renouvellement des approches marxistes. Godelier, Mayassou, en anthropologie, mais beaucoup d'auteurs essayaient de repenser l'héritage de cette pensée critique issue des socialismes utopiques, Proudhon, Sorel, etc., mais aussi issue carrément de Marx et de ses écrits fondateurs. Et on relisait, pensons par exemple à Althusser, qui va être des lectures obligatoires à ce moment-là. Dans ces années 60, c'est extrêmement important, et en 70, ça va continuer. Il va y avoir des tentatives non réussies, souvent pour essayer de faire en sorte que toutes les analyses, appelons ça des macro-contextes, dans une perspective critique, supportées par des modèles issus donc de la pensée de Marx, pour relier ça à des modèles plus subjectifs. Par exemple, on a parlé
freudo-marxisme. Certains ont essayé de faire des liaisons, des jonctions, et on doit dire que ça n'a pas été un très, très grand succès. Mais il n'en reste pas moins qu'on avait vraiment le sentiment qu'on ne s'intéressait pas qu'à l'expérience subjective de la personne, à son vécu, à son univers de sens, mais aux éléments du contexte qui fournissaient en quelque sorte les éléments à partir duquel on construisait le sens, et qu'on tenait compte également de macro-contexte. Et dans je dirais, un tel environnement intellectuel, on se rend compte qu'on ne peut pas uniquement choisir un élément, qu'on est forcé de prendre en compte cette complexité. Je vais l'appliquer au champ de l'anthropologie médicale, par exemple. Si nous écoutons la formulation de plainte d'un patient et qu'il formule sa plainte dans ce qu'on appelle aujourd'hui un idiome de détresse, un discours de souffrance, en quelque sorte, pour comprendre cet idiome de souffrance, nous sommes obligés de sortir de l'idiome, de comprendre quelque chose, bien sûr, aux valeurs culturelles de la personne, à sa position sociale. Un ouvrier ne parle pas exactement comme un paysan et les deux ne parlent pas comme un intellectuel. Il faut donc tenir compte aussi de la position qu'on occupe dans la société, degré de scolarité, etc. Donc, toute une série d'éléments et des enjeux plus généraux de la société dans laquelle il se trouve. Donc, on a beau se centrer sur la narrativité, sur le discours, pour essayer d'en tirer des éléments de sens, montrer comment il vient structurer une expérience subjective de la maladie. Il faut ouvrir, je dirais, par le haut, vers des processus plus globaux de nature culturelle, de nature sociale, de nature économique, politique, comment ils viennent structurer tout cela. Je dois dire que cette génération, des gens qui avaient 20 ans au début des années 60 et qui ont grandi durant cette décennie qui était d'une productivité absolument extraordinaire et qui n'avaient pas encore basculé, si l'on peut dire, dans des choix théoriques en faveur de tel groupe, soit tout expliqué par le macro, de tout expliquer par l'expérience subjective en renvoyant à des processus psychiques, par exemple, ou de tout expliquer par le social ou le culturel, comme un certain nombre d'anthropologues tendent à le faire aujourd'hui. Alors, narrativité, interprétation, récit, donc interprétation, contexte, tout ça véritablement se met en place pendant ces années d'Europe, qui pour moi, c'était de l'air frais, je dois dire, même si j'étais dans des milieux encore fortement imprégnés de religion, puisque en Belgique, j'habitais dans un scholastica à cette époque, et qu'à Rome, ce sera différent, mais que je vais suivre des cours en latin, s'il vous plaît, à l'université grégorienne, et que nos examens se passaient en latin, puisque c'était un collège international, avec une université très internationale, des gens venant de partout, et qu'il fallait suffisamment maîtriser le latin pour pouvoir répondre aux questions. Il y a des choses, je dirais, fondamentales qui sont mises en place à ce moment-là. Mais cet espace, ce qui se passait dans cet espace de réflexion
théologique, tout autant que dans l'étude des religions non chrétiennes, les autres grandes religions, était marquée précisément par les mêmes questionnements que l'on trouvait en sciences sociales, en psychologie, en sciences politiques, etc. Je vais donner un exemple de cela. C'est le débat sur les sacrements. Sacrement veut dire signe, signe de quelque chose. Et Schillebeeckx, donc un théologien allemand qui a été condamné par l'Église suite à certaines publications, et Karl Rahner, un grand théologien allemand. Ces deux théologiens avaient discuté du statut de l'Eucharistie. Est-ce qu'il s'agit du signe de quelque chose ou il s'agit de la réalité en soi de la chose? Ils ont utilisé, si on peut dire, cette théorie du signifiant et du signifié, la vieille théorie saussurienne, qui est la base de tout, pour soutenir que, bien sûr, il n'y a pas objectivement donc, de présence corps et sang, mais que c'est le signe de quelque chose. C'est le signe de quelque chose. Ils ont été condamnés pour cela, mais de pouvoir formuler un certain nombre de croyances fondatrice sur le plan de la théologie chrétienne, dans les termes d'une sémiologie, venait complètement renouveler les choses. J'ai dit tantôt que les années 62 à 65 avaient été marquées par le Concile Vatican II, qui va créer un aggiornamento des catégories, mais pas au plan de la théologie fondamentale. L'Église est restée bloquée sur, je dirais, une lecture presque de type réaliste des choses plutôt que symbolique, plutôt que d'aller dans les systèmes de sens. Et c'est, je pense, très, très dommage pour ce qui s'est passé dans l'espace de l'Église. Le reste, donc, s'est retiré un peu des débats ou n'a pas appliqué avec suffisamment de diligence et de fermeté aussi les nouvelles théories qui étaient apparues donc, dans les sciences de l'homme, dans les sciences du psychisme, dans les sciences de la société, dans les sciences de la culture, et plus globalement aussi dans la philosophie. Pour ce qui est du champ des religions non chrétiennes, donc ce domaine des religions comparées, dans ces années-là aussi, je me rends compte que des fondements sont posés pour le travail que je vais faire plus tard sur les médecines comparées. Comment se fait-il qu'il existe des traditions aussi différenciées que la tradition ayurvédique, donc la médecine de la longévité en Inde, avec ces grands livres que sont la Sushruta, la Charaka, qu'en Chine, on va développer une autre vision, le Neiching, à partir d'une vision très du Dao, fondée sur le Dao, très énergétique, que l'Afrique va avoir aussi sa propre médecine sans avoir l'équivalent du Neiching ou du Nanching ou des grands textes écrits, des grands traités médicaux comme l'Inde ou la Chine ou le monde occidental depuis le corpus hippocratique, Galien et tous les auteurs jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Afrique a sa propre vision du corps, a sa propre vision des systèmes de signes, comment on catégorise les pathologies. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième texte que j'ai fait paraître sur la dizaine d'articles publiés dans Anthropologie et Société
qui portait sur l'organisation des noms de maladies de la peau en Afrique. Et alors, on se rend compte que chacun des systèmes est porté par un dispositif central. Et pour le ramener simplement au rapport au corps, il faudrait le faire au rapport aux pathologies, au rapport aux étiologies, c'est-à-dire à la causalité des maladies, que nous sommes en face du côté indien de l'Inde, en face d'un corps pensé beaucoup plus de manière énergétique, ce sont des équilibres qu'il faut avoir entre les différents saveurs, entre l'équilibre, la vieille, au fond, théorie du chaud, du froid, du sec et de l'humide, et un héritage de la médecine des humeurs, l'équilibre des humeurs. La Chine a une toute autre vision. Le monde occidental, dans notre tradition de médecine allopathique, tranquillement, le corps va devenir de plus en plus mécanique, en quelque sorte. Pensons à la grande réforme, avant même que la biologie n'apparaisse au XIXe siècle, que se constitue comme une discipline à part, que de l'histoire naturelle va évoluer, donc une meilleure compréhension de la physiologie, pas simplement de l'anatomie, de la distribution donc des organes, mais avec Harvey, la grande circulation, et puis Descartes aussi, qui était un excellent anatomiste. On va progressivement arriver à un corps qui est mécanique, et puis l'Afrique qui a un corps hydraulique. C'est des idéologies de la fécondité. Les liquides sont extrêmement importants, les différents liquides, les blocages des liquides, l'importance aussi, que ça va frapper dans les travaux qui vont être menés à partir de quelques années plus tard, la fermeture du corps, les orifices, la place aussi donc des lavements qui vont intervenir, la place des vomitifs, etc. Il faut débloquer un peu. C'est un corps hydraulique. Alors, les religions, c'est la même chose. Il faut être capable de les penser à partir d'un certain nombre de dispositifs primaires, en quelque sorte, qui sont la base d'une architecture théologique, si l'on veut, mythologique, etc. Et tout ça est fourni en quelque sorte un cadre pour penser ce que j'ai fait pendant toutes ces années sur la médecine comparée ou l'étude comparée des grandes traditions thérapeutiques du monde.